Tout c'était de ton bar, t'as ton eau, t'as tes Kleenex. Tout est beau. Ouais, mon dos, j'ai mes Kleenex. C'est louche, je dis de même, hein? C'est bien laissé dans ton écran. OK, on Bon matin tout le monde, bienvenue premier épisode du No Show, troisième saison, 2022, déjà. Aujourd'hui, je suis avec, encore une fois, mon cousin, mon alter ego, François Lavallée. Salut François. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien. Après ma troisième dose qui m'a mis à terre pendant 36 heures, je reviens tout pimpant et tout en forme. Bon, parle-moi de ça. On les fait pour les bonnes causes au moins, on va se dire ça. Oui. Aujourd'hui, on va parler. La dernière fois qu'on s'est vu, moi et François, on avait parlé de la langue française. On voulait savoir où est-ce que ça s'en allait. Pourquoi certains anglicismes sont utilisés. Pourquoi on utilise tel mot au lieu de tel mot, pour ainsi de suite. Bon. Fait qu'on a fait un genre de gros briefing. T'as fait un genre de gros briefing sur la langue française. Aujourd'hui, on va aller à un autre aspect de ta profession, qui est la traduction. Mais un autre aspect, c'est pas mal l'aspect principal, finalement, de ta profession, qui est la traduction. Pourquoi je veux qu'on parle de ça? Comme je dis, l'autre fois, on a fait un débriefing de ce qui était la langue française, où est-ce que ça s'en allait. Maintenant, il faut quand même être conscient dans quel monde on vit. Dans le sens qu'on est dans un monde que je pense, en tout cas, tu me corrigeras s'il y a quoi que ce soit, l'anglais est relativement la langue universelle. Dans le sens que je pense que tu parles anglais, tu peux relativement te débrouiller partout dans le monde. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle mon père a beaucoup prôné pour qu'on soit, quand je dis bilingue, c'est pas être parfaitement bilingue parce que je pense pas que personne n'est parfaitement bilingue. Pourquoi je dis ça, c'est que on connaît même pas notre langue française parfaitement. Fait que pourquoi, tu sais, en tout cas, bref. Ça, c'est un autre débat. Mais mon père a toujours voulu qu'on soit bilingue pour pouvoir se débrouiller justement partout ce qu'on allait. Que ce soit ici au Canada. On s'entend que juste au Canada, tu me disais tantôt qu'on est majoritairement anglais, aux États-Unis, puis même partout dans le monde. Tu sais, tu vas en Italie, tu vas en Europe. Ben, l'Italie est en Europe, mais en tout cas, tu vas dans d'autres pays tu parles anglais, tu finis par te faire débrouiller. Par te faire comprendre, par te débrouiller. Ouais. Toi, François, tu es traducteur de profession. Tu fais ça depuis quoi, 30? Un bon 35 ans. J'ai commencé en 84, on est en 2022. Ouais, quasiment. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. Ça fait un petit bout. Donc j'ai fait ça toute ma vie. C'est ma carrière, c'est ma vie professionnelle. J'ai étudié en traduction à l'Université Laval. J'ai fini en 85, mais j'ai commencé à traduire en 84 professionnellement. Et j'ai fait ça toute ma vie. Donc, contrairement il y a beaucoup de gens, surtout de notre génération, pas encore plus dans la tienne, où les gens changent de profession souvent, ou de travail, en tout cas, au cours de leur vie. Là, moi, ça a été... c'est quand même fréquent. Oui. Mais moi, j'ai eu la chance très rapidement, dès le début, de trouver la profession, l'activité qui m'intéressait le plus, c'est la traduction. En fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était la rédaction, c'était l'écriture. Je voulais devenir écrivain. Moi, quand j'avais 6 ans, c'était mon ambition, c'était de devenir écrivain. Parce que ce que tu es devenu quand même un peu. Un petit peu, oui. Je ne gagne pas mes vies avec ça, mais j'ai quand même publié un certain nombre de livres. Mais bon, en arrivant à l'âge de choisir une carrière, je suis rendu au point où j'avais bien compris qu'on ne gagne pas sa vie en écrivant des romans. Alors, comme beaucoup de traducteurs, en fait, je suis un littéraire avant tout. J'ai choisi la traduction parce que j'aime jouer avec la langue. C'est une façon de gagner sa vie très honorablement en jouant avec ce que j'aime, le matériau qui est la langue française. Tout à fait. Je te corrige une chose, par contre, François. Tu m'as dit, j'ai eu la chance de trouver quelque chose. Encore là, je me répète souvent. Maudit que les gens qui écoutent, je ne sais pas si qui ont écouté tous mes podcasts, mais si oui, il y en a qui sont tannés d'entendre parler, mais mon père m'a toujours dit, on n'est pas chanceux. On crée notre propre chance. Fait que, okay. Oui, tu peux dire que tu as été chanceux de trouver, mais je pense que tu as trouvé de quoi, comme tu dis, qui te passionnait. C'est quelque chose, comme tu dis, tu avais 6 ans, déjà, tu avais cette ambition-là de vouloir écrire, de vouloir apprendre, de vouloir instruire les gens. C'est pas de la chance. Tu sais, je pense que tu as. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Je pensais que tu allais me dire que c'est aussi de la chance de faire 2 ou 3 carrières dans sa vie, ce qui aurait été vrai aussi. Ben aussi. Jusqu'à un certain point, moi, c'est pour ça que je dis, on parle de. Tu sais, comme c'est un autre débat complètement, puis je veux pas qu'on s'éloigne, mais tu sais, je crois qu'on crée notre chance, chacun. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, François, ce matin, je veux qu'on parle un petit peu de la traduction. Comment. Première des choses, on s'entend que d'une langue à l'autre, toi, la traduction, c'est majoritairement français-anglais ou
at large? T'es-tu plus concentré justement sur le français-anglais? Oui, en fait, les traducteurs, généralement, au Canada, la traduction, c'est anglais-français dans, je ne sais pas quel est le chiffre exact officiellement, mais c'est sûrement 90%, sinon 95% de la traduction se fait anglais-français, évidemment, et surtout de l'anglais vers le français et non pas dans l'autre sens. Donc, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'on traduit normalement uniquement vers sa langue maternelle. Donc, moi, je peux traduire de l'anglais vers le français. Jamais je n'ai traduit du français vers l'anglais. Okay. On va normalement faire appel à des anglophones pour ça. Il y a des gens qui font dans les deux sens, des cas exceptionnels qui ont des parcours exceptionnels. Mais la grande règle, là, habituellement, si on traduit vers sa langue maternelle, parce qu'on est beaucoup plus à l'aise pour arriver à trouver les phrases, les tournures, les mots qui sonnent juste dans ce qu'on appelle la langue d'arrivée. Oui, parce que là, tu parles de trouver les mots qui sonnent juste. C'est pas tout de traduire. Tu sais, on parle parler, je ne veux pas sortir d'exemple, j'en ai pas, on aurait donc dû en sortir. Mais tu sais, si tu prends mot pour mot une phrase, tu la tournes. Admettons, on prend quoique Google Translate ou Google Traduction, Google Traduction, je crois qu'il fait quand même une très belle job. C'est pas parfait, mais je pense que ça fait une belle job. Mais mon point est que tu peux pas prendre un mot, admettons qu'on dit aujourd'hui, je vais parler de ça. On peut pas prendre ça mot pour mot, littéralement, et le mettre en anglais. Des fois, il y a certains, le verbe ou le sujet qui peuvent être inversés, et ainsi de suite. Et où la difficulté là-dedans de pouvoir comprendre quand changer quoi que ce soit, quand mettre le verbe devant, le complément avant, de quand. Tu vois le principe, parce que comme tu dis, c'est plus facile pour toi d'aller du français à l'anglais, mais comment tu fais savoir que l'anglais va le comprendre de cette façon-là? Alors, c'est ça, toute la question est là dans la traduction. Il faut qu'on arrive à faire. Il y a deux niveaux, si tu veux, dans la traduction. On va dire, la traduction, c'est juste de produire un texte que les gens vont comprendre. Google Translate fait à peu près ça, bien que Google Translate se fourvoie régulièrement. Mais grosso modo, ça arrive quand même régulièrement. Si on est sur Chrome, par exemple, on tombe sur une page en anglais, puis Chrome te le traduit automatiquement. C'est étonnant à quel point tu vas pouvoir comprendre en gros de quoi il est question. Tu vas avoir l'information qu'il te faut. En même temps, tu vas voir tout de suite aussi, ça saute aux yeux, que c'est une traduction, que ça n'a pas été écrit en français. Puis même à ça, moi, je suis traducteur, donc quand il y a des bouts de phrases qui sont incompréhensibles, je sais pourquoi. Puis généralement, je sais qu'est-ce qu'il y a en arrière, l'anglais qui est en arrière, donc je vais pouvoir le comprendre. Quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais va peut-être rester très perplexe devant certaines phrases. Mais il reste quand même que ces outils-là de traduction automatique font un travail impressionnant. Quand on sait ce que ça représente comme travail, tu sais que, on fait une petite parenthèse, c'était pas ta question, mais c'est inclus dans ta question. La traduction automatique, l'idée que des machines peuvent traduire à la place des humains, la traduction donc par les ordinateurs, ça date des années 60. On est rendu 60 ans plus tard. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été dépensés là-dedans depuis les années 60, donc au tout début de l'informatique. On pensait au début que ce serait relativement simple parce qu'au fond, il s'agit de remplacer un mot par un autre. On a seulement qu'à mettre un dictionnaire dans la mémoire de l'ordinateur, puis l'ordinateur va aller chercher le mot dans la langue de départ, le remplacer par le mot de la langue d'arrivée. Évidemment, on s'est rendu compte rapidement que ça ne marchait pas. Il y a eu beaucoup de, je te fais pas tout l'historique, mais il y a eu beaucoup de techniques qui ont été, stratégies qui ont été utilisées. Et la seule raison pour laquelle ça marche maintenant de façon bien meilleure que précédemment, avec Google Translate, il y a un autre outil qui est moins connu, mais qui est connu beaucoup dans le monde de la traduction, s'appelle DeepL. C'est ce qu'on appelle la traduction neuronale aujourd'hui. Le fait que ça marche aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que les ordinateurs d'aujourd'hui ont une capacité quasiment infinie de traitement de données. Et on n'essaie plus maintenant de montrer à traduire à l'ordinateur. Avant ça, ce qu'on faisait, c'est on mettait des dictionnaires, puis des règles, un peu, tu parlais de syntaxe tantôt, de l'ordre des mots, tout ça. On mettait des règles syntaxiques aussi. On disait, ben là, sujet, verbe, complément, en français, ça marche comme ça, en anglais, ça marche autrement, en espagnol. Il fallait que l'ordinateur analyse tout ça, puis créer ses phrases à partir de ces règles-là. Et pourtant, la grammaire d'une langue, c'est relativement structuré et stable, mais ça marchait pas non plus. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, j'allais dire, on garoche dans l'ordinateur des corpus de texte de milliards et des milliards de mots, mettons en anglais et en français, mais dans d'autres langues aussi. Et l'ordinateur va lui-même faire le travail de repérage pour trouver les équivalences, mais de façon par fréquence statistique, je te dirais. Donc, l'ordinateur va pas construire une phrase comme on essaie de le faire avant. Il va juste dire, tiens, d'habitude, à côté de ce mot-là, il y a tel autre mot. Bon, je caricature de beaucoup, là. Mais en gros, c'est une approche qui est vraiment statistique, basée sur des milliards et des milliards de mots de corpus qui sont analysés grâce à une capacité de calcul des ordinateurs qui est énorme. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup sur la langue tout court. On a l'impression,
On a parlé la dernière fois de vocabulaire, de lexique, des mots anglais qui s'insèrent dans le français. Tu parlais l'autre fois du français qui fout le camp, faire des phrases comme la fille que je te parle de, des choses comme ça. On a l'impression que la langue, c'est quelque chose de très mécanique. Il suffit d'apprendre, comme quand on apprend des règles de grammaire. En réalité, la langue, on l'apprend par imitation. Oui. On en avait parlé la dernière fois aussi. On l'apprend en grandissant. On fait juste imiter. L'enfant imite ce que les grandes personnes disent autour de lui, sans même des fois comprendre de quoi il est question. Alors, l'ordinateur, la machine, comme Google Translate, fait un peu ça aussi, étonnamment, et surtout DeepL, encore une fois. Cela dit, donc, pour revenir à ta question, ça ne donne certainement pas des résultats similaires à si un humain était passé. Pour une raison bien évidente, c'est que la machine ne pense pas. La machine n'a pas de contexte. La machine ne connaît pas l'intention. Alors, encore une fois, si tu veux dégager grosso modo le sens d'un texte, ça marche. Mais si tu es une entreprise ou un gouvernement qui veut passer un message avec une couleur à un lecteur, donc tu veux faire de l'autopromotion, par exemple, tu veux que ça sonne bien, tu veux que ça soit punché, tu veux que ce soit clair, etc., ben là, ça prend une intelligence humaine pour processer, si tu m'excuseras le terme, traiter l'information et la repenser en tant que francophone, en l'occurrence, dans mon cas. Mettre avec des couleurs, on va appeler ça de même. Mais oui, des couleurs, de l'expressivité. Exact. Des fois, un texte ne sert pas toujours juste à informer, un texte sert souvent à convaincre, par exemple. Bien, ça prend des mots, il y a des mots pour ça. Il y a des mots qui convainquent plus que d'autres, il y a des mots qui ont un effet plus fort que d'autres. Donc, à ce moment-là, il n'y a personne d'autre que le locuteur, la personne qui connaît la langue dans laquelle il traduit, qui est le mieux placé, en principe, pour choisir ces mots-là. Oui, parce que comme tu dis, toi qui es écrivain, justement, tu sais mieux quiconque, écris un texte à qui que ce soit. On parle juste écrit, là, on parle pas parler, on parle juste écrit. Tu mets 3 petits points. Tu viens de susciter quelque chose. Tu marques en majuscule. Tu viens de mettre l'emphase sur ce mot-là en étant choqué, en criant, peu importe. Tu mets un point d'exclamation. Tu viens mettre un pop sur le mot que tu viens de dire. Donc, juste en lisant la façon que c'est écrit, là, je ne parle pas de la façon, la syntaxe, mais bien justement le caractère qu'il va y avoir dedans, on peut comprendre. J'imagine que c'est la même affaire que la traduction. C'est beau de traduire mot pour mot. Tu vas avoir le sens de la phrase quand même, mais avoir le sens, c'est une chose. Le faire vivre, c'est une autre. Fait que toi, ton rôle, c'est vraiment ça, jusqu'à un certain point, de faire vivre plus. Ben oui, puis tout le monde le sait dans leur expérience quotidienne. Combien de fois dans ma vie de traducteur, j'ai entendu des gens dire « Ah, ben quand je tombe sur une traduction, j'aime aller lire l'anglais, je comprends plus vite. » J'ai entendu ça des dizaines de fois dans ma vie. Il y a beaucoup, ceux qui comprennent l'anglais, évidemment, vont dire « Je vais aller lire l'anglais, je le comprends plus vite. » Alors, pourquoi? C'est parce qu'une traduction, souvent, si elle n'est pas faite comme il faut, elle est bancale, elle est artificielle, elle est dure. Le message, les mots sont là, mais le message ne ressort pas clairement. Et c'est vraiment tout un art de faire ça. Puis je faisais le lien avec l'écrivain tantôt. Ben, écrire, c'est un art aussi. La littérature, c'est un art. Traduire, même traduire un texte administratif ou technique ou scientifique, c'est aussi un art parce qu'il s'agit encore d'aller choisir les bons mots, la bonne structure de phrase, le bon enchaînement de phrases, le bon enchaînement des idées pour bien rendre l'idée de façon claire et efficace. Exactement. Parce que là, il ne faut pas oublier, on va quand même faire une petite ligne entre deux trucs. Là. Parler, dans ton cas, c'est une profession. Comme tu dis, tu es payé pour quelqu'un qui veut, comme tu dis, transmettre un message, veut transmettre publicité, texte, livre, limite, là, at large. Cependant, quelqu'un qui veut juste, parce que nous autres, comme je dis, on a commencé en très bas âge à parler anglais. Bon, au début, c'est comme n'importe qui. Là. On parlait de nos G.I. Joe, puis c'était des John, puis des Mac, puis des John, puis des tatata, puis ça ne parlait pas anglais. Mais on voulait quand même, tu sais, à la maison, il y avait beaucoup de musique quand même anglophone et francophone, mais il y avait quand même l'anglais. Mon père, bon, tu connaissais, mon père écoutait le football. Dans le temps, le football, il n'y en avait qu'en anglais. Donc, l'anglais était quand même présent à la maison. Moi, mon frère, on a commencé à écouter The Fresh Prince of Bel-Air. Ça, je te dirais que ça doit être en 90, 91 peut-être, ça a sorti. Donc, moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 42, donc dans 79, j'avais 10, 11 ans à ce moment-là. Donc, j'écoutais quand même une émission de façon régulière en anglais. Tu disais tantôt qu'on est des singes, qu'on imite beaucoup, mais c'est ça, j'écoutais. C'est sûr que là, c'était un petit peu pire, en guillemets, dans le sens que c'est du slang. Je ne veux pas faire de racisme, quoi que ce soit, mais c'est tous des Noirs dans cette émission-là. Fait qu'il y avait un côté. Puis le Fresh Prince of Bel-Air qui est inspiré beaucoup de la vie de Will Smith, qui est probablement un de mes idoles, si on peut dire, sur bien des points, pas juste le côté professionnel, dans le sens son être, tout le cinéma et la musique est faite, mais l'aide que Will Smith est. Donc, c'est inspiré là-dessus. Donc, Will Smith qui vient d'un milieu qui est quand même très mouvementé, on va dire ça de même. C'est un petit
un petit gangster, si on peut dire, en guillemets. Donc, c'est sûr que lui, le langage qu'il avait, c'était, quand j'ai du slang, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est un langage qui était très rappé, si on peut dire. Il y avait certains mots. Oui, les Noirs américains, ils ont leur prosodie, quand tu dis c'est rappé, c'est ce qu'on appelle la prosodie. C'est pas juste les mots qui sont différents, la façon de prononcer les choses, le rythme, le déplacement des intonations, on reconnaît tout de suite un Noir américain. En tout cas, je ne veux pas généraliser, mais en général, c'est une langue qui est particulière. Oui, on reconnaît la langue des Noirs américains. Oui. Exact. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai comme appris beaucoup là-dedans. Là, après ça, la musique, le baseball, nomme-les tout. J'ai été quand même beaucoup d'anglais qui m'est arrivé au travers du temps. Puis mon père m'avait quand même dit à un moment donné, oublie pas une chose, tu vas finir par te faire comprendre pareil, même si, comme on a dit, tu dis les mots pas tout à fait dans le bon ordre, au moins de le dire, c'est une chose. Fait, moi, la seule ligne que je voulais faire, c'est toi, il y a le côté professionnel que tu n'as pas le choix, tu veux faire vivre de quoi tu veux faire vivre, pratiquement une expérience, comme tu dis, au consommateur, versus la personne qui veut juste parler. C'est correct aussi de prendre les mots pour se faire comprendre. Oui. Parce que ça, à un moment donné, tu finis par te faire comprendre. Je me rappellerai tout le temps, une fois, j'étais à Toronto. On parle de peut-être une dizaine d'années. Comme je dis, je ne suis pas bilingue parfait, loin de là. Mais je suis capable d'avoir une conversation soutenue en anglais avec, je parle présentement, mais pas présentement. Présentement, je parle avec toi, mais je parle. Je pense qu'on est en français, là, hein? Ouais, c'est ça. Un petit peu. Oui. je confirme qu'on est en français. Mais tu sais, je parle régulièrement avec des gens. J'ai un chum qui est en Allemagne avec les réseaux sociaux qu'on se parle. J'en ai un autre qui est à Washington, aux États-Unis. Fait que, on se parle fréquemment. Mon anglais est très, très bien. Comme je dis, je ne suis pas parfait. Je me débrouille très, très bien en anglais. Mon point est que j'étais à Toronto. On parle de peut-être, comme je dis, un 5, 8, 10 ans, 8, 10 ans, peu importe. Je cherchais le métro. Comment dire un métro? On était à l'hôtel, puis je cherchais. Là, je cherchais, puis maudit que je cherchais. Puis là, à un moment donné, je suis revenu à la base. Là, je dis, bon, je suis niaiseux. À ce moment-là, que je me disais, je ne sais pas comment dire un métro. Tu es au bien capable de dire à quoi ça sert, là? Là, j'ai dit, do you have any? Là, je cherchais parce que dans ma tête, c'est quoi le putain mot pour dire. Là, à un moment donné, je fais, hey, regarde, la merde, on va y aller. Do you have any train that goes under the street? Subway? A subway. Bon, j'ai fini par me faire comprendre. Tu comprends? Fait que c'est là que je me dis que la traduction, à un moment donné, c'est important, je pense, de comprendre le sens d'une phrase, de mettre l'émotion, comme tu dis. Mais tu sais, il y a aussi le petit côté de on est au bain des humains, là. On est toujours non, mais c'est justement, mais toute la différence est là. Moi, si je traduisais vers l'anglais, par exemple, ça ressemblerait peut-être à ça. I took the train that goes under the street, alors qu'il n'y a aucun anglophone qui s'exprimerait comme ça. Mais les gens comprendraient, c'est pas la question. Exact. Mais les gens comprendraient, mais ça ne serait pas une bonne traduction, parce que quand on veut traduire, un des idéaux du traducteur, c'est de produire une traduction qui n'a pas l'air d'une traduction, qui ne sent pas la traduction. Donc, dès que j'utilise un mot comme celui-là, voilà, c'est un peu gros comme exemple, mais il y a quand même, mais ça va être, moi, si j'écris en anglais, ça va être bourré de mots comme ça, va être tout va être correct, les mots vont se comprendre, ma syntaxe va être correcte, ma grammaire va être correcte, mais comme francophone, j'utilise beaucoup de mots d'origine latine quand j'écris en anglais. Malheureusement, ils existent quasiment tous en anglais. Du genre. Mais les mots d'origine germanique qui sont plus spécifiques à l'anglais, je vais moins y penser parce que le premier mot qui me vient en tête, c'est un mot français, puis je vais comme le traduire en anglais. Donc, j'ai des collègues traducteurs vers l'anglais qui font aussi de la révision. Okay. C'est des collègues traducteurs anglophones qui font aussi de la révision de francophones qui écrivent en anglais. Par exemple, un chercheur à l'Université Laval qui est francophone, qui veut écrire pour une revue internationale en anglais, va l'écrire directement en anglais et le faire réviser par ses collègues-là. Okay. Et lui, il va me dire, c'est ça, je change souvent des mots comme ça, des mots souvent qui sont des mots, je sais pas, administration, plutôt que management, par exemple. Okay. Quoique management, c'est encore une racine latine, mais en tout cas, c'est un exemple que je te donne. Donc, c'est juste ça. C'est pas que. Hein? Management, c'est d'origine latine. Ben oui, c'est aménagement. C'est le mot ménage. OK. Écoute, la moitié des mots anglais sont d'origine latine. Okay. Ça, c'est pour une longue. On fera un autre podcast là-dessus. Mais le français vient du latin, on le sait. On dit que l'anglais vient d'une langue germanique. Mais l'anglais a été énormément influencé par le français entre le 11e et le 13e siècle, parce qu'ils ont été envahis par des Normands. Les Normands, donc la Normandie au nord de la France. Et puis, pendant à peu près 3 siècles, le français était la langue de l'administration, de la politique et de la justice en Angleterre.
Donc, et après ça, l'anglais a repris le dessus, mais il y a beaucoup de mots anglais qui viennent qui viennent du latin par le français, qui viennent du français, on pourrait dire, mais qui ont une racine latine. Ton point est bon quand tu dis justement que tu dis administration, quand tu aurais pu dire management, mais comme tu dis, l'administration, le sens a sa place quand même. La personne qui va lire ça va comprendre le sens de la phrase quand même. Oui, puis même en laissant tomber la question des origines latines ou germaniques, là, je sais pas, moi, dans un spectacle, par exemple, un spectacle de musique, là, mettons, le musicien va dire Do you enjoy the show? Did you enjoy the show? En français, on dirait, je pense qu'un francophone dirait Do you like the show? Did you like the show? Ouais. Pas Do you enjoy. On penserait à like parce qu'en français, on passe le verbe aimer. Aimes-tu ça? Ouais. En anglais, on va dire Do you enjoy something? Ça peut se dire Did you like the book? I enjoyed the book. I enjoyed reading the book. Ça va dire plus naturellement. Donc, il y a toutes sortes de mots comme ça qui vont faire que quand tu parles, encore une fois, comme on a dit, tu te fais comprendre, mais ça ne sera pas comme ça va paraître que ce n'est pas un anglophone qui parle. Tu auras beau avoir l'accent que tu veux, ça va paraître que tu es francophone. Ouais. Par écrit, ça ne paraît pas, mais ça paraît quand même. C'est ma prochaine comme question. Un accent par écrit. Oui, mais c'est ça ma prochaine question. Est-ce que, pas le commun des mortels, pas moi, pas ma blonde, pas 80% des auditeurs, est-ce que quelqu'un qui est là-dedans vraiment, toi, mettons, et un autre traducteur, va voir, tu lis un livre en anglais, es-tu capable de dire oh boy, ça c'est un français qui l'a. Un francophone qui l'a traduit. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, mais oui, tout à fait. Moi, si je lis en français, donne-moi n'importe quel paragraphe en français, je vais te dire tout de suite si c'est une traduction ou pas. Okay. Je te dirais, je ne vais pas trop faire mon baveux, là, mais 9 fois sur 10. OK, tu donnes une petite marge. Ça ne serait pas difficile. Ça serait vraiment pas difficile. À moins d'être vraiment tombé sur une excellente traduction. Souvent, dans le domaine littéraire, ça peut arriver. Okay. Mais ce serait, moi, du premier coup d'œil, je vais voir ça assez rapidement. Qui va être lié par des affaires, comme tu dis, I like, à ce genre de choses-là. Okay. Ouais. Ce genre de choses, le choix des mots, la façon dont les phrases sont construites. Il y a toutes sortes de choses qui sont spécifiques au français, qui n'existent pas en anglais, donc on ne retrouvera pas dans des traductions, par exemple. Donc là, je ne veux pas trop entrer dans les domaines, dans des choses techniques dont je parle dans mes propres cours de traduction, mais des incises, qu'on appelle les constructions détachées, il y a des inversements, des inversions du nom et de l'adjectif. C'est toutes des choses que l'anglais ne fait jamais, ne peut jamais faire. Donc, un exemple intéressant, le présent historique, par exemple. Quand on parle du passé en français, on parle souvent au présent du passé. Je te raconte mon histoire, je te dis, hier, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive chez nous, ma blonde me dit telle chose. Là, je parle au présent, mais je parle du passé. Ou n'importe quel livre d'histoire, même si ça remonte au Moyen-Âge, aux Romains, aux Grecs, peu importe, systématiquement, ça parle du présent pour parler du passé. C'est quelque chose de très, très naturel en français, beaucoup plus vivant que si on utilisait le passé composé ou même le passé simple. En anglais, ils font jamais ça. C'est toujours le simple past. Donc, ça, c'est déjà un excellent indice, tout en partant. Si tu lis quelque chose qui parle du passé, puis c'est toujours au passé composé, ou encore pire au passé simple, c'est sûrement une traduction. Okay. Mais le bon traducteur va généralement penser à aller mettre ça au moins en partie au présent. Donc, ça, c'est un indice assez facile à donner, là, mais quelqu'un qui a de l'expérience que moi va pouvoir détecter des indices beaucoup plus subtils. Mais en général, je vois très rapidement ce qui est une traduction, ce qui n'est pas une traduction. Puis je ne parle pas de fautes de grammaire, de choses comme ça. Là. Non. Non, parce que c'est ça, il y a des affaires, on en a toutes déjà vu, que ce soit sur Facebook, n'importe quoi, des traductions qui n'avaient juste pas de sens. Ça, c'est évidemment, ça saute aux yeux, même moi qui n'ai pas traducteur. Il y en a des fois, c'est comme, OK, ouais, clairement, c'est une traduction. Ils ont juste pris, je te dirais, principalement, souvent, c'est justement dans le marketing, dans les marketing, les publicités, puis tout, souvent, que ce soit des petits collants, des stickers sur les boîtes, sur le linge. Les petites étiquettes qu'on a dans nos chandails. Souvent, ça, la traduction, tu vois que c'était du mot pour mot. Ça n'a pas nécessairement de sens qu'est-ce qui est écrit, mais on comprend le sens. Ça va de soi. Dans ton domaine, on s'entend que c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire ingrat, je ne suis pas prêt à dire ingrat non plus, parce que maintenant, on parle tantôt de Google Translate qui est à la portée de tout le monde. Il doit y avoir des difficultés, il doit y avoir des choses que, oui, bon, toi, ça fait 35 ans que tu en fais, donc ne veux pas m'emmener, la routine embarque, l'expérience embarque, il doit y avoir de moins en moins les mots que tu avais à apprendre, tu les as appris avec le temps, et ainsi de suite. Mais la plus grosse difficulté qui peut être présentée, mettons, c'est-tu de le porter de la bonne façon? C'est-tu d'être le plus intègre à la version originale? C'est-tu d'essayer de ne pas... Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, de dire, je vais essayer que ça ne paraisse pas que
Il est où le gros défi en tant que traducteur? Il y en a plusieurs, mais le plus gros qui est quasiment inatteignable, c'est ce que j'appelle le Graal du traducteur. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire produire une traduction qui a vraiment l'air d'avoir été écrite en français. Ça fait 35 ans que je me consacre à ça. J'ai donné beaucoup de formations, de cours en traduction. J'ai écrit 2 livres là-dessus et j'y arrive toujours pas. J'arrive de ma retraite. Je suis toujours pas arrivé. C'est quand j'ai dit, par exemple, moi, je peux reconnaître une traduction du premier coup d'œil, j'exclus pas les miennes de ça. Bon, sauf exceptionnellement, il y a des fois, je fais des traductions dont je suis particulièrement fier. Évidemment, ça arrive. Mais le grand défi, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là, de faire un texte qui, malgré toutes les réflexions que moi, je me suis faites, toutes les analyses linguistiques que j'ai faites dans une langue, dans l'autre, etc., réussir à faire quelque chose qui n'a pas l'air d'une traduction, qui a l'air vivant, qui n'a pas l'air d'avoir été aseptisé ou d'avoir été, disons, amoindri en passant par le tordeur de la traduction, ça reste le grand défi du traducteur. Puis c'est dans ce sens-là que la traduction est un art, puis c'est pour ça que c'est le fun. Et c'est pour ça aussi que la machine n'arrive pas à le faire. Si c'était juste une question mécanique, d'une part, j'aurais aucun plaisir, j'aurais jamais fait ça pendant 35 ans. Deuxièmement, ça ferait longtemps que les ordinateurs le feraient à notre place, ça c'est clair. Ça serait facile. Donc, le plus grand défi, c'est vraiment ça. Je peux donner un exemple. Dans mes formations de magistrat de l'école de traduction que j'ai fondée, je parle de la notion de mots du paradis du français. Okay. Je t'expliquerai pas pourquoi j'ai employé l'image du paradis du français, mais clairement, de quoi il s'agit dans ces mots-là, ce sont des mots. C'est que moi, je traduis, par exemple, des textes administratifs, des textes du gouvernement, par exemple, fédéral ou... et puis, je regarde les traductions, prenons l'exemple du gouvernement fédéral. Mettons, tu regardes des textes du ministère de l'Environnement, mettons. Puis, il y a le ministère de l'Environnement au Québec aussi. Je suis plus que convaincu, je l'ai constaté. Tu prends un ensemble de textes du gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, tu regardes les mots en français qu'il y a là-dedans, si tu sortais la liste des mots qu'il y a là-dedans, puis tu regardes un texte équivalent fédéral, mais traduit vers le français, puis tu fais sortir les mots du français, il y a plein de mots que tu vas trouver dans le texte écrit en français que tu ne trouveras pas dans une traduction. Moi, je fais la chasse à ces mots-là. J'essaie de me forcer, si tu veux, à plugger ces mots-là dans mes traductions. Je te donne un exemple, mais j'en aurai des dizaines. Okay? L'exemple que je donne dans une de mes formations, qui est désormais un classique chez les traducteurs, le mot concertation. Ça a l'air très, très banal, OK? Un jour, je suis à un party d'Halloween chez un de mes amis, ça fait très longtemps, et le père de cet ami-là vient me voir, puis là, il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, je dis que je suis traducteur, puis là, lui, il est francophone, il travaille au ministère des Communications du gouvernement du Québec. Il dit « Ah, j'en connais une traductrice, tu la connais-tu? » Fait qu'il me donne son nom, puis évidemment, je la connaissais pas. Mais lui, c'est une traductrice vers l'anglais, puisque c'est le ministère des gouvernement du Québec. Donc, les choses sont écrites en français et traduites en anglais. Et là, elle s'appelle Mary. Et il dit, Mary me disait l'autre jour qu'il y a un mot qu'ils ont beaucoup de mal à traduire en anglais. Ah, j'ai dit, c'est quoi ce mot-là? Je m'attendais à un mot compliqué, tu sais. Et là, il me dit, c'est le mot concertation. Puis là, j'ai trouvé ça très bizarre parce que je me suis dit, mais c'est pas un mot compliqué, pourtant, concertation, c'est pas difficile à retenir. Et ça faisait comme déjà 3-4 ans que j'étais traducteur, puis je me suis dit, sapristi, j'ai jamais utilisé le mot concertation dans aucune de mes traductions, c'est un mot que je n'utilise pas. Et pourtant, l'idée de la concertation, l'idée de travailler ensemble, en anglais, on va dire work together. Donc, work together, tu traduis par travailler ensemble. Beaucoup de traducteurs ont traduit plutôt par collaborer. Mais se concerter, on n'y pense jamais. OK? Après ça, il y a alors, concerter, une action concertée, joint action, on va se faire traduire par une action conjointe. Ah non, action concertée, ça sonne bien mieux. Je parlais tantôt de l'esprit, là. Alors, mais action concertée, je cherche ça même si ça fait des années que je l'enseigne dans mes cours de traduction. Ça se trouve pas dans les traductions. OK? Puis ça, c'est un mot, je pourrais t'en donner plein. Puis ça, c'est des mots, généralement, qui sont difficiles à traduire vers l'anglais. Un mot aussi simple que animation ou animateur, qui nous paraît très banal, est très difficile à traduire en anglais. Les traducteurs anglophones détestent se retrouver avec ce mot-là parce qu'il y a trop de sens possible. Intervenant, même chose. Le mot la relève. Si on dit, par exemple, y a-t-il de la relève dans le monde de la traduction ou dans le monde de la radio, peu importe, le mot relève n'existe pas en anglais. Il y a 15 façons différentes de traduire relève. Tu vas dire the next generation, tu vas dire, il y a toutes sortes de choses possibles, mais il n'y a pas un mot pour ça. Alors, ce qui fait que the younger generation, mettons. Alors, OK, mais quand tu vas de younger generation, tu vas-tu traduire par la jeune génération ou la prochaine génération ou la relève? Qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu penses au mot relève? Ça t'en prend beaucoup parce que l'anglais ne suggère jamais ce mot-là. Alors là, quand tu multiplies ça par 50, 100, 150 mots dans un texte qui aurait sorti spontanément de la plume de quelqu'un qui écrit en français, mais qui demande un effort, j'allais dire colossal, il ne faut pas exagérer, mais un effort très conscient, une réflexion
pour que le traducteur y pense, c'est ça qui fait la différence entre un texte qui a l'air d'avoir été écrit en français et un texte qui est juste une espèce de photocopie de l'anglais où tu fais juste coller à l'anglais. Tu sais, on disait tantôt, il ne faut pas traduire mot à mot. C'est vrai. Mais si tu traduis work together par travailler ensemble, c'est du mot à mot, puis c'est pas grave. Mais à l'échelle d'un texte, moi, c'est le genre de choses qui va faire que je vais voir que c'est une traduction ou pas. Puis à l'échelle d'un texte, ça veut dire aussi que globalement, tu as moins de mots dans un texte. Le vocabulaire paraît moins riche. Et la richesse du vocabulaire, c'est ce qui fait qu'un texte est vivant aussi. Puis curieusement, les mots en question, auxquels on ne pense pas souvent, mais c'est souvent des mots qui sont très forts, qui ont une grande force, une grande charge émotive, alors que c'est un petit peu atténué quand on est trop influencé par l'anglais. Donc, c'est tout ça qui fait qu'un texte va être vivant ou pas vivant. Mais tu viens de parler justement relève, puis the next generation ou the younger generation. Moi, ma mère elle déteste quand je dis ça. Elle dit que moi, je suis pro-américain, puis c'est ce qui est un petit peu vrai jusqu'à un certain point. Mais bon, c'est-tu moi ou justement le côté, on parle de relève? OK, c'est correct, ça relève. On parle de next generation. Hey, on est ailleurs, là. Tu sais, tu parles de pouvoir, tu parles de côté pesant des mots, tu parles de transmettre un message. Moi, tu me dis que on est en train de préparer la relève. OK, fine. C'est cute, c'est correct. J'ai compris. Tu me dis que tu es en train de préparer the next generation. Oh, un peu, là. Tu as quelque chose de puissant. Tu sais, tu dis des fois, on veut simplifier la syntaxe, on veut enlever des mots, mais des fois, peut-être avoir plus de mots. Puis comme tu dis, on comprend à la relève, c'est correct, mais tu vois, toi aussi, ton rôle est là. C'est d'aller chercher le punch. Des fois, c'est d'aller chercher plus de mots ou moins, mais il faut aller chercher le punch. Tu as l'air quasiment déçu que je recommande de traduire Next Generation par la relève. Non, mais au contraire. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a le choix entre les deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter de dire la prochaine génération, évidemment, ou la jeune génération, ça se dit aussi en français. Mais justement, on a dans ce cas-là particulier, on a un choix de plus qu'en anglais. Si on dit, mais moi, je trouve que ça prend de la relève dans tel domaine, c'est un mot que tu vas trouver partout dans les textes, par exemple, aujourd'hui encore plus, parce que là, il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Ça prend de la relève, il nous faut une relève. C'est un bon représentant de la relève. C'est des mots qui sont positifs. En plus, la relève, c'est quoi? C'est justement la jeune génération. La relève, c'est un sens militaire à l'origine. Hein? C'est le soldat qui va te relever, qui va venir te remplacer à ton poste. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très dynamique. C'est très court, c'est un petit mot de 6 lettres. Puis, il n'y a rien qui t'empêche de dire la prochaine génération, évidemment. Je ne sais pas si, mettons, j'avais eu à traduire Star Trek The Next Generation. Est-ce que j'aurais traduit ça par Star Trek La Relève? Je ne le sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été une bonne idée? Je ne sais pas. Là, le traducteur est très seul devant ces situations-là parce que là, on a véritablement le choix. Ouais, j'ai un choix. Moi, statistiquement, je te dirais, si j'utilise jamais le mot relève, mettons, dans un texte qui parle de pénurie de main-d'œuvre ou qui parle de démographie, ça marche pas. C'est pas normal parce que dans un texte écrit en français, on le reste souvent ce mot-là. Donc, il faut que j'essaie de trouver des occasions de le mettre pour que ça fasse naturel. Après ça ne veut pas dire qu'il faut que j'utilise juste ça et que je me prive des autres tu aussi. Non, puis c'est une question de contexte aussi. Là, tu parles, mettons, je sais que c'est très aléatoire comme exemple. Tu dis, si tu avais fait Star Trek The Next Generation, tu en aurais plein. Fait, tout dépendant du contexte dans lequel tu es. C'est ce qui va faire aussi la différence. Puis tu parles de mots qu'on n'utilise pas souvent. On s'entend même dans la langue française, c'est comme ça. Tantôt, tu me parlais de concertation. J'ai aucun tiroir dans ma mémoire qui peut me dire si j'ai déjà utilisé ce mot-là ou pas. D'après moi, c'est une des premières fois en 30 ans que je l'utilise aujourd'hui. Mais mon point est que je pense qu'on a tous certains mots de même. Moi, mettons, avant que je rencontre Karine, Karine, on parle déjà il y a 5 ans, le mot péjoratif. Moi, dire le mot négatif, j'aime pas ça. Dire que c'est tu me connais, t'es mon cousin, on se connaît depuis longtemps. Moi, tout ce qui est négatif, je déteste. J'aime pas dire le mot négatif. J'aime pas dire le mot non. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime pas. Donc, souvent, j'amène le côté péjoratif. Tu sais, Karine, à un moment donné, elle dit, tu sais, à cette heure, elle dit, puis elle dit, j'avais jamais dit ça avant. Puis là, à cette heure, je dis parce que je dis. Parce que moi, j'aime mieux dire, je dis pas de façon péjorative, au lieu de dire, je dis pas de façon négative. Puis on s'entend que ça veut dire relativement la même chose, à quelques petits astérix près. Mais c'est-tu... Comment je dirais bien ça? C'est-tu un petit peu ça, la traduction, dans le sens que toi, peut-être qu'il y a certains mots, comme là, tu parles de concertation, est-ce que c'est général ou c'est propre à toi? Très bonne question. Très bonne question. Le traducteur est un caméléon. Là, tu m'as dit, moi, je n'utilise jamais le mot concertation, etc. Moi, j'ai dit tantôt, je ne l'utilise jamais dans mes traductions. Okay. Parce que là, quand je traduis, moi, je suis la voix de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est une autre affaire qui est très compliquée. Il ne faut pas que j'impose mon propre vocabulaire, mon propre style littéraire, puis tout ça. Quand j'écris d'une façon. Mais si je traduis quelqu'un, il faut que je devienne un caméléon. Il faut que je parle comme lui aurait parlé. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut que je parle comme son équivalent francophone aurait parlé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué. Donc, il ne s'agit pas de savoir quels sont les mots que moi, je préfère ou pas. La question de concertation que je trouve que c'est un beau mot, concertation, oui, mais mon opinion personnelle n'a pas une grande importance. L'histoire, c'est que quand ce monsieur-là est venu me dire, Mary me disait que le mot concertation est dur à traduire, l'information n'est pas juste le mot concertation est difficile à traduire. L'information, c'est aussi ce mot-là, on le retrouve souvent dans nos textes. Sans ça, il n'aurait pas dit ça, puis lui, il ne me l'aurait pas dit non plus. Ouais. Si elle lui a dit ça, c'est parce que le mot concertation revenait souvent dans les textes administratifs québécois. Et moi, je constate par ailleurs qu'il n'est jamais présent dans les textes administratifs fédéraux. Donc, c'est pas normal. Alors, c'est pas ma décision à moi, encore une fois. Mon but, c'est de veiller à ce que les textes français traduits soient comme des textes écrits en français. Donc, là, indépendamment de ma préférence ou pas, je me dis, c'est pas normal que dans nos traductions, il n'y ait pas les mêmes mots que dans les textes écrits en français. Je sais que pour les gens qui ne sont pas traducteurs, ça peut paraître un petit peu à la fois subtil et étonnant, parce qu'on a l'impression qu'il suffit, encore une fois, de remplacer un mot par un autre. Mais je veux dire, il y a des centaines de mots qui passent sous le radar, les traducteurs, parce qu'encore une fois, comme l'exemple que je t'ai donné, là, pour Work Together, par exemple, c'est un bon exemple. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas seulement qu'un, il y en a des centaines comme ça. Et c'est ce qui fait que, justement, comme je disais tantôt, si moi je tombe sur une traduction, je vais savoir facilement que c'est une traduction. Alors, et c'est la même chose si je traduis, par exemple, dans le domaine technique, mais il faut que je sache non pas comment moi j'ai envie d'appeler telle pièce du moteur, c'est comment ça s'appelle en français, comment les gens appellent ça pour vrai. Donc, je deviens tout le temps ce qu'on appelait anciennement un truchement. Le mot truchement, c'est le mot qu'on utilisait avant pour parler des traducteurs au 17e, 18e siècle. Donc, je deviens un truchement, c'est-à-dire je deviens juste un intermédiaire entre quelqu'un qui a quelque chose à dire et quelqu'un à qui il s'adresse, mais qui ne parle pas dans la même langue. Donc, il faut en principe que je sois le plus transparent possible. Ça n'arrive pas vraiment, évidemment. Je ne suis pas si transparent que ça. Comme traducteur, chaque traducteur a son style, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est pas juste mes préférences personnelles, c'est vraiment juste de rendre mon texte le plus conforme possible à ce qui aurait été écrit en français. Si une personne de même culture, de même degré d'instruction, de même origine, etc., l'avait écrit en français. Fait que là, tu es en train de me dire que de traduire, une parenthèse, traduire un texte, c'est non seulement de garder l'intégrité du texte, il faut aussi que tu gardes, la personnalité, comme tu dis, de la personne, la façon qu'elle l'a amené, la façon qu'elle l'a écrit. Oui. Moi, je ne suis pas un grand lecteur, mais mon père était un très grand lecteur. Tu sais, Isaac Asimov, Stephen King, nomme-les tous. Il y avait chacun leur façon d'écrire. Fait que ça, il faut que tu gardes ça. Faut pas que tu transcris ça. Mais en même temps, comme tu dis, tu donnes ta couleur dans le sens que certains mots, en gardant... Je recommence. Tu prends le texte anglais, tu prends la personnalité anglaise, tu l'amènes en français. Donc là, il faut que tu gardes, comme je dis, l'impact du texte. Il faut que tu gardes l'impact du message, oui. Mais est-ce que il y a certaines fois que quand même tu vas donner ta petite couleur? Parce que comme je dis, certains mots que tu gardes quand même l'effet, mais que toi, quand je te parlais de péjoratif, moi, quelqu'un, si j'étais traducteur ou si j'étais écrivain, probablement qu'il verrait des péjoratifs. Il fait demander, comme, pour moi, c'est Sébastien qui traduit celle-là. Là. Il y a des petits. Oui. Des petits... Ben oui, ça existe. Ça existe en traduction. C'est pour ça, généralement, on se fait toujours réviser, toujours au moins un traducteur, ensuite un réviseur qui va permettre d'un petit peu annuler ces choses-là. Et oui, chaque traducteur. Ramener ça dans des lignes un peu. Ben, chaque traducteur a son style. J'assimilerais ça à une main d'écriture, je te dirais. Mm-hmm. Si je prends une pièce de Molière, puis je te l'écris à la main, je vais te montrer mon texte, puis tu vas dire, tiens, c'est du Molière, mais c'est François qui l'a écrit. Tu vas reconnaître ma main d'écriture. C'est pas comme si lui l'avait écrit, mais c'est le même contenu quand même. C'est un petit peu dans cet ordre-là. Ou dans la musique, par exemple, la même pièce de Beethoven jouée par 10 interprètes différents. Chaque interprète va mettre sa couleur, et puis c'est une belle chose aussi. C'est pour ça, encore une fois, que la traduction est un art. C'est Jean-Sébastien Bach joué par Glenn Gould. Les musiciens qui nous entendent savent de quoi je parle. Ça ressemble à Jean-Sébastien Bach joué par personne d'autre. Okay? Mm-hmm. C'est du Gould et du Bach en même temps. Parce que Gould est un génie, ça se fait aussi, mais c'est son génie d'interprète qui passe dans son interprétation. Alors, le traducteur, c'est un petit peu ça aussi. Tu peux pas, la langue n'est pas abstraite. Puis en plus, il y a
il y a un dicton, un proverbe italien qu'on connaît bien qui dit qui traduit trahit, traduttore traditore. Je me le fais souvent servir cette phrase-là. J'imagine, hein? Et c'est pas faux parce que c'est sûr qu'il y a toujours une certaine distorsion qui se fait quand on traduit. On n'arrive pas toujours à rendre exactement l'idée, l'esprit, tout ça, parce que la langue d'arrivée ne dispose pas forcément des mêmes outils. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est combler le trou par des moyens qui sont propres à la langue d'arrivée, justement. Tu vois? Alors, parce qu'il faut que si, supposons caricaturalement que je traduis une page d'un auteur en anglais, puis mettons qu'il y a, je sais pas, dans la page, je dis n'importe quoi, 5 procédés de rédaction ou 5 mots qui se traduisent pas en anglais. Ça n'existe pas en français. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais laisser les trous là? Donc, ça veut dire que le style de l'auteur va être rabaissé parce que je n'aurais pas trouvé les mots ou des mots aussi éloquents, aussi évocateurs qu'en anglais. Et moi, l'image de l'auteur, c'est important pour moi comme traducteur. Je dois préserver son image. Donc, il faut que le lecteur en français sache quand même que cet auteur-là a du style. Alors, il faut que moi, je réinjecte du style en français avec les façons qui sont propres au français, parce qu'il y a plein de mots en français qui n'existent pas en anglais, comme je disais tantôt. Oui. Donc, je vais réintroduire ces mots-là, mais il faut que je les connaisse, ces mots-là. Puis, il faut que je les maîtrise bien, il faut que je sache quand, où et comment les introduire. Petit exemple, on a observé, par exemple, qu'en français, on utilise beaucoup plus la forme interrogative qu'en anglais. On pose des questions. Okay? On fait ça plus souvent en français qu'en anglais. OK? Ça rend un texte très vivant. OK? Oui. Si je dis notre mission est de favoriser les exportations. Et si je dis plutôt notre mission pour l'interrogation, favoriser l'exportation. C'est beaucoup plus vivant. OK? Oui. En anglais, ils font beaucoup moins souvent qu'en français. Okay. Ils font, mais beaucoup moins souvent. Okay? Il y a une raison à ça? La langue, c'est une tradition héritée depuis des siècles. Ils le font juste pas. Ils pourraient le faire, ils le font pas. Okay. Ils font d'autres choses, tu vois, c'est ça la différence entre une langue et une autre. Donc, le travail du traducteur, c'est de savoir tous ces trucs-là, je dirais, ces richesses-là de ma propre langue pour pouvoir les réintroduire, pour pouvoir, je dirais, combler les fissures qui sont inévitables quand par ailleurs je tombe sur des expressions ou des tournures que je ne pourrais pas rendre de façon aussi efficace en français. Mais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. J'ai rien à réfuter par rapport à ça, mais dans le sens que il y a tellement de choses, comme tu dis, chaque langue a sa couleur, chaque langue, comme on parlait tantôt, chaque auteur a sa couleur, puis tu parles d'art. J'aime beaucoup le fait que tu insistes souvent que la langue, c'est un art, parce que c'est un art. On va se le dire. Je parlais au début. La traduction, c'est à la fois une technique et un art. On l'aura compris. Le côté technique est peut-être, je sais pas. Non, mais juste comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quel art. Dans le sens que n'importe quel art. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Dans le sens, musique, même affaire. Musique, c'est un art. Il y a une technique derrière ça. Photo. Je fais de la photo. Il y a une technique derrière ça. Bien, des gens sont comme, Sébastien, je pète pas plus haut que le tout, là. Beaucoup de gens aiment les photos, mais il y a de la technique derrière ça. Il faut comprendre les lumières, les ombres, ainsi de suite. Ça a même affaire un petit peu avec la langue. C'est un art que beaucoup de gens prennent pour acquis parce qu'on le parle. À X pourcentage, on parle tous une langue. Il y a certaines personnes qui sont muettes que là ne parlent pas, mais c'est dans le sens qu'en majorité, on parle toute une langue. Mais oui, il y a beaucoup de technicalité, il y a beaucoup. Puis on va se dire, là, toi, comme tu dis, ça fait 35 ans. Là. Fait que là, tu dois chercher beaucoup moins de mots que tu cherchais quand tu avais 25 ans, parce qu'à un moment donné, tu as de l'expérience qui embarque. Ouais. J'imagine qu'au travers de ça, pas depuis 2 ans, évidemment, mais j'imagine que dans ces 30 années-là, tu as dû voyager dans le monde, tu as dû aller voir des places, tu as dû parler à des gens, tu n'as pas juste utilisé Google Translate puis le Becherel. On s'entend que tu as sûrement voyagé, tu as parlé à des gens, tu as été immergé, j'imagine, là-dedans. Là. Ouais. C'est ce qui fait qu'avec le temps, comme tu dis, certaines tournures de phrases, tu as compris. Même, tu sais, peut-être toi, tu vas pouvoir m'aider. Ma blonde m'a déjà demandé pourquoi, justement, pourquoi des fois on utilise en anglais perhaps, des fois maybe. Pourtant, les deux veulent dire peut-être jusqu'à un certain point, mais quand est-ce que. C'est là qui est le petit côté touché, qui est très délicat. Puis quand on parle de technicalité, c'est très technique. Oui, c'est un art, mais qu'est-ce qui fait? Tu dis maybe, la personne va comprendre. Tu dis perhaps, la personne va comprendre quand même. Mais il faut que tu trouves quand l'utiliser puis pourquoi l'utiliser. Moi, c'est ça que j'aime. Mon père était un mordu de la langue, en général, langue française, oui, mais langue. Mon père m'avait déjà. On se parlait tous les matins, quand il était avec nous, évidemment. On se parlait tous les matins sur soit Skype, MSN, Messenger, n'importe quoi. Souvent, pour se parler, justement, il manque quelque chose. Hier, ta game de God que tu as écouté, comment c'était. C'est un petit 2-3 minutes chaque matin juste pour faire un petit. Puis moi, des fois, en niaisant,
J'avais écrit un moment donné, bon matin, mon père, en allemand. Mais tu sais, Google Translate. Je marque ça. Mon père qui me répond en allemand. Je fais comme. Fait là, moi, j'ai remarqué de quoi. Excuse. J'ai remarqué de quoi. Il me répond de quoi. Là, je suis comme, mais tabarnak. Là, je me retourne sur Google, je remets de quoi. Là, mon père me marque de quoi. Je fais, OK, là, je l'ai perdu. Là, je vais voir. Parce que moi, en allemand, juste faire une petite parenthèse, quand j'étais au cégep, j'avais un de mes chums qui était allemand, puis il m'avait appris certains mots en allemand que faut pas me juger. C'était jolie dame, vous avez de gros seins. Bon, j'avais 18 ans, faut pas me juger. Mais tout ça pour dire que fait que moi, j'avais écouté, puis l'allemand, il y a tout un petit côté, je trouve cool. Tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai un chum qui est en Allemagne, que je parle fréquemment, qu'on se fait un FaceTime, je disais, 2 semaines. Puis ça, c'est très drôle parce que, parenthèse dans ma parenthèse, lui est allemand, donc sa langue première est l'allemand. Moi, je suis québécois, ma langue première est française. Je me débrouille en anglais, il se débrouille en anglais, mais on n'est pas parfaitement anglais tous les deux. On se parle, puis des fois, justement, c'est le meilleur exemple. Des fois, on essaie de se comprendre, mais comme, tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis comme, oui, je comprends le sens. Puis des fois, il demande à sa blonde, genre, en allemand, évidemment, il parle quelque chose, blablabla. Là, il me revient parce que sa blonde, elle est un petit peu meilleure en anglais. En tout cas, bref, c'est la parenthèse. Ma parenthèse dans ma parenthèse. Puis là, mon père, comme je disais, à un moment donné, il marque, ce qui me marque, là, je suis comme, oh, là, c'est un petit peu trop long comme phrase. Je vais aller googler ça. Ben, je le google. Là, ça dit, je ne savais pas que tu parlais si bien anglais, mon fils. Allemand, mon fils. Là, il fait qu'il m'arrête à la game. Là. Fait que là, j'ai dit, ah non, excuse-moi, Pache. La première phrase, elle venait de moi, le reste, c'était du Google Translate. Il disait, ah, OK, ça me surprenait, mais en même temps, ça ne m'étonnait pas. Tu sais. Tout ça pour dire que mon père était, tu le sais, un homme très curieux, très passionné. Lui, vois-tu, lui, il me parlait en allemand. Je ne te dis pas que c'était parfait, son allemand, parce que je ne suis pas allemand, donc je ne sais pas si c'était parfait, mais tu sais, il y avait quand même ce côté-là. Italien, pas italien, espagnol un petit peu aussi. Anglais était très bon. Il était longtemps il était dans l'armée, il était travaillé dans l'Ouest des mines, et ainsi de suite. Fait que l'anglais était bon. Mon point est que j'avais comme été surpris beaucoup, comme je te dis, de la culture générale de cet homme-là. Puis c'est là que moi aussi, j'ai tout le temps voulu avoir, justement, pouvoir parler de plusieurs langues, c'est toujours intéressant. Mais on parle d'imitation. Mon point que je voulais emmener, c'est là. Tu as, avec le temps, toi, beaucoup l'expérience qui a embarqué. Tu as dû être immergé là-dedans. Tu as dû écouter. On s'entend musique, des livres, des films. J'imagine que tu n'écoutes peut-être pas là, peut-être oui, en anglais, mais tu as dû avoir énormément d'anglais qui sont rentrés dans ton cerveau depuis que tu es jeune. Ça n'a pas de sens? Très bonne question. Et la réponse est plutôt non. Okay. Dans ces 35 années-là, je me suis plutôt consacré au français. Bon, d'abord parce que c'est une passion, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais aussi à cause, si on revient à ce que j'ai dit tantôt, le plus grand défi du traducteur, c'est pas de comprendre l'anglais. Évidemment, il faut que tu connaisses l'anglais. Mais le plus grand défi n'est pas de comprendre ce qu'il y a en anglais, c'est de le rendre en français avec tous les critères que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, le naturel, l'efficacité, etc., etc. Et ça, il n'y a pas un dictionnaire qui peut te dire comment faire. Ces mots-là sont dans ta tête. Il faut qu'ils te rentrent dans ta tête. Il faut qu'ils soient à ta disposition quand tu en as besoin. À la limite, bon, c'est sûr que l'anglais, maintenant, bon, j'ai pas de problème, évidemment, mais surtout l'anglais écrit, je te dirais, en anglais oral, l'anglais verbal. Tu parlais de Fresh Prince of Bel-Air tantôt. Je sais pas, j'écouterais ça à la télévision. Je suis pas sûr que je comprendrais tout, là, moi, ce genre tu disais slang, je sais pas non plus si c'est le mot exact, mais en anglais oral, bon, je comprends bien, là, j'écoute une conférence en anglais, je vais tout comprendre, évidemment, mais bon, des émissions, des films, par exemple, où les policiers parlent entre eux, tout ça, je vais pas forcément tout saisir. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de bien comprendre l'anglais écrit. Et ce que j'ai absorbé au cours de ces 35 années-là, non, c'est du français. J'écoute, on avait parlé la dernière fois, j'écoute des podcasts en français. Je lis très peu en anglais, en fait. Okay. Je lis beaucoup. Tous les jours, je lis de l'anglais parce que je traduis de l'anglais vers le français. Mais dans ma vie personnelle, dans le civil, je te dirais, je lis uniquement, et non seulement je lis uniquement en français, mais je lis uniquement des textes, des livres et des revues et des journaux écrits en français, pas des traductions. Ça, je suis incapable de lire des traductions. Moi, je vois toujours l'anglais en arrière, ça n'a aucun intérêt. Tant qu'à ça, je lirai en anglais. Ça m'arrive de lire en anglais aussi, évidemment. Là. Okay. Mais généralement, je lis en français. Pourquoi? Parce que je suis constamment à l'affût des mots comme concertation, que je continue à récolter en cherchant l'occasion de les utiliser dans mes traductions. Puis il en reste tout le temps. Il y en a tout le temps. Et c'est surtout non seulement connaître le mot, mais y penser quand c'est le temps. Comme je disais tantôt, je reviens à mes exemples de tout à l'heure, mais Next Generation, pour penser à relève, ça ne vient pas tout seul. Yeah. Donc, il faut... donc, c'est ça qui est mon... alors, moi, puis
puisqu'en même temps, c'est le français que j'aime. J'aime écrire aussi, j'aime rédiger, indépendamment de la traduction. J'ai pas lu ou écouté des choses en anglais tant que ça. Okay. D'un certain point de vue, sur le plan professionnel, ça a toujours été un handicap pour moi. Professionnel, c'est-à-dire de relations professionnelles, pas dans mon travail de traducteur. J'ose prétendre que je suis un bon traducteur quand je traduis de l'anglais vers le français, mais je donne jamais de conférence en anglais, par exemple. Okay. Quand j'ai besoin de parler à des clients en anglais, j'ai l'air d'un demeuré. J'ai aucune spontanéité en anglais, surtout au téléphone, à brûle pour point comme ça. Okay. Je suis pas du tout à l'aise, je cherche mes mots. Je peux comprendre, évidemment, comme tout le monde. Je peux comprendre quand on me parle, puis en même temps, pour ce qui est de répondre, ben, je pense en français. J'ai jamais vécu dans un milieu anglophone. C'est pas comme quelqu'un qui est pas traducteur, mais qui aurait, mettons, vécu un an à Toronto, va être beaucoup, beaucoup plus à l'aise en anglais que moi, parce que comme je disais tantôt, la langue, on l'apprend par imitation. OK? Donc, si tu es entouré de gens qui parlent en anglais, rapidement, les mots anglais te viennent spontanément à l'esprit. Moi, je suis à Québec, c'est une ville qui est à 97% francophone. Je lis toujours en français. Sylvie, avec qui j'écoute des films, ne pourrait pas les écouter en anglais de toute façon, donc on écoute des films en français. Donc, ce qui fait que j'ai pas une grande spontanéité en anglais et ça m'a jamais empêché de bien faire mon travail. Au contraire, j'ai quasiment envie de dire au contraire, parce que ça préserve une certaine les gens n'aimeront pas le mot, une certaine pureté de ma langue française. Je te dirais, c'est un mot que les gens n'aiment pas, mais une authenticité, je dirais, parce que je suis le moins contaminé qu'on puisse s'imaginer pour un traducteur par l'anglais. Encore une fois, je ne veux pas du tout dire que ça serait impossible pour quelqu'un il y a des gens, les traducteurs, qui ont vraiment un pied dans chaque langue. Par exemple, ceux qui sont mariés avec quelqu'un qui parle d'autres langues, par exemple, ou qui sont nés en France puis qui ont grandi aux États-Unis, ou peu importe, il y a plein de parcours différents. Il y a des gens qui sont parfaitement bilingues qui peuvent être excellents traducteurs aussi, évidemment. Mais dans mon cas à moi, la connaissance de l'anglais, moi, dès le début, quand j'ai commencé comme traducteur, je me disais, c'est pas grave, si je comprends pas la phrase qui est juste sous les yeux, j'ouvre un dictionnaire ou je téléphone à un anglophone puis je lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Je le fais encore aujourd'hui. Des fois, on comprend pas toujours parce que des fois, les textes sont mal écrits aussi. C'est une autre chose dont on parle jamais. Parce qu'en passant, on l'a pas dit depuis le début, mais ce qu'on traduit comme traducteur, généralement, c'est pas de la littérature, c'est pas des. Tu parlais de Stephen King, tout ça. C'est pas ça qu'on traduit, les traducteurs. C'est des textes administratifs, c'est des textes du gouvernement, c'est des textes de communication interne d'entreprise. Bon, il y en a des traducteurs littéraires, mais c'est quand même un autre monde. Okay. Donc, souvent, ce qu'on traduit, c'est des gens qui ne savent pas nécessairement écrire, qui n'écrivent pas nécessairement bien. Donc, la difficulté de bien comprendre des textes de départ ne tient pas toujours à la connaissance de l'anglais. Ça peut juste tenir au fait que la personne écrit mal en anglais ou que c'est une personne qui n'est pas anglophone qui écrit en anglais, ce qui nous ramène à notre problème de tout à l'heure. Dans le domaine scientifique en particulier, si c'est un japonais qui écrit en anglais, puis moi, on me demande de le traduire en français, ça se peut que le japonais, à un moment donné, il utilise un mot ou une tournure de phrase qui existe en japonais, puis qu'il a comme traduit mot à mot en anglais, puis ça veut rien dire. Bon, ça, c'est un autre problème que Google Translate ne pourra jamais régler. Là. On se ramasse un petit peu au téléphone arabe. Oui, exactement. C'est exactement ça. Qui change un peu, puis qui se rechange et qui se rechange. Là, tu perds effectivement le sens. Là. C'est exactement ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire, puis je lance le message aussi à ceux qui éventuellement veulent devenir traducteurs. Le grand défi, c'est beaucoup de connaître notre propre langue maternelle, celle vers laquelle on traduit. J'ai enseigné à l'Université Laval aussi la traduction pendant une quinzaine d'années. Et le principal problème, c'est sûr que les étudiants qui comprenaient mal des fois des phrases en anglais, là, ça existait évidemment. Mais le principal problème, c'est pas ça, c'est le français qui est bancal, c'est le français qui est trop collé sur l'anglais, c'est les règles des fois de grammaire qui sont mal assimilées, un vocabulaire qui est pauvre. Donc, c'est ça qui est le principal défi des étudiants en traduction, c'est de connaître leur propre langue et les ressources de leur propre langue, bien au-delà de connaître l'anglais, la langue de départ. Et donc, encore une fois, évidemment, il faut la connaître, la langue de départ, on traduit de cette langue-là. Mais comme je disais, à la limite, surtout aujourd'hui avec Internet, on peut trouver la définition d'un mot facilement, même si c'est un mot, il y a le Urban Dictionary en particulier sur Internet et qui est excellent pour le slang, là, pour les mots très récents, des usages très récents des fois. En passant, le slang de l'argot. Je vais aller voir. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est intéressant comme terme parce que slang, argot, oui, mais c'est pas la même chose tout à fait. Ouais, on peut dire l'argot américain, mais l'argot, c'est parisien, puis le slang, c'est intéressant. Comme si on peut venir, si on vient à la littérature, par exemple, si j'essaie de traduire en français un noir américain de New York, par exemple. Comment veux-tu que on en voit des fois dans les films justement qui sont traduits en français? Ça se perd. Il n'y a rien à faire en traduction avec ça. Le noir, si je veux vraiment rendre en français les caractéristiques de la langue des Noirs américains, par exemple, on parlait de la prosodie tantôt, mais les mots aussi, évidemment, le choix des mots, c'est juste impossible. C'est impossible. Okay? Alors souvent, dans les films américains, par exemple,
Ben, des fois, dans certains, ça se fait même pas aujourd'hui, mais dans certains anciens films, des fois, on a engagé, mettons, un noir français qui avait un peu, pas l'accent, mais donc, il y avait un petit peu les Français noirs aussi ont une façon de parler, mais aujourd'hui, c'est différent, c'est plus arabe, je dirais, là. Bon, c'est peut-être des sujets glissants, mais en tout cas, je les aborde de façon très, très, très neutre et objective. Bref, ça va se perdre. Puis un autre exemple très classique aussi que je vois souvent dans les films, que je vois doublé en français, c'est s'il y a des Américains et des Britanniques, ça arrive souvent dans les films américains, ou même dans les films britanniques, qu'il y a les deux qui se rencontrent, un Américain qui va en Grande-Bretagne ou vice-versa. Il y a souvent je ne dirais pas des jeux de mots, mais enfin des allusions au fait qu'ils utilisent des mots différents. On sait tout de suite par leur accent qui vient d'où. En français, ça se perd complètement. Exact. C'est des choses qui sont impossibles. À la limite, si je te disais, ben là, si je veux rendre cette particularité-là du Britannique qui rencontre un Américain puis qui reconnaît l'Américain à son accent dès la première phrase, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais donner au Britannique l'accent français de France puis à l'Américain l'accent québécois? Je pourrais le faire, mais d'abord, on le fait pas, premièrement, ça ne se fait juste pas. Deuxièmement, ça serait pas vraiment un équivalent. Le français québécois, on dirait pas, tiens, c'est un Américain. On dirait, ben non, c'est un Québécois. Qu'est-ce qu'il fait un accent québécois puis il arrive de New York? Il n'y a juste pas de solution à ce genre de problème-là. C'est un exemple parfait parce que moi, comme je dis, j'écoute beaucoup de films ou de séries anglais et français. Puis oui, des fois, je vois, c'est peut-être justement, puis comme je dis, je suis loin d'être le bilingue parfait. Mais comme tu dis, depuis que j'ai 42 ans, j'ai commencé Fresh Prince, comme je dis, je vais avoir 10-11 ans. Puis depuis cet âge-là, le français, l'anglais a toujours été très présent dans ma vie, comme je dis, autant pour le sport, parce que je suis un gars qui tripe basketball, football, baseball, la musique, l'art, le cinéma, nomme-les tout. Puis oui, il y a des films, des fois, t'es comme, pas que le jeu d'acteur est mauvais, je ne suis pas prêt à dire ça, mais comme tu viens de dire, clairement, c'est parce que l'autre parle britannique, puis là, lui, comme tu dis, le punch amené qui était derrière l'origine n'est pas le même du tout. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est un art, c'est beaucoup de technicalité, c'est beaucoup de... Tu peux pas juste dire, puis tu ne peux pas refaire le film au complet non plus. Tu sais, le film a été fait de telle façon. C'est ce que les Américains feraient. Ils le feraient au complet. Mais nous, on ne peut pas se permettre ça. On peut faire une adaptation, c'est sûr. Mais tout ça pour dire qu'il y a des limites à la traduction aussi. Il y a des choses qu'on ne peut juste pas faire. Alors, je parlais du noir américain, mais on parlait de l'argot parisien. L'argot parisien, ben, aujourd'hui, je dirais la langue populaire parisienne, la langue populaire en France, comme je disais tantôt, c'est la langue beaucoup des enfants d'immigrés maghrébins, par exemple. Il y a toute une langue, la langue des jeunes, comme on dit là-bas. Puis moi, je trouve ça fascinant, cette langue-là. J'ai écouté un film il y a déjà un certain nombre d'années qui se passait dans les banlieues de Paris. Et puis c'était vraiment, encore une fois, ils ont leur prosodie aussi, leur façon la façon de chanter les phrases est très différente. Les mots qu'ils utilisent, mais la prononciation des mots aussi. Justement, les J sont très, très présents. Souvent, ils en rajoutent. Donc, je peux pas le décrire de façon linguistiquement correcte, mais enfin, on le reconnaît quand même. Et ça, ben, c'est une langue qui est spécifique. Je veux dire, si on voulait traduire ça en anglais, il n'y aurait pas de possibilité. Peut-être, effectivement, qu'ils essaieraient de traduire ça avec la langue des Noirs de New York, mais je veux dire, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc, ça marche dans les deux sens. Chaque langue puis chaque culture a ses spécificités. Alors, après ça, maintenant, imagine en France, tu voulais jouer avec les accents aussi, l'accent du Sud, l'accent de Marseille, par exemple, versus l'accent des Belges, puis après ça, des Québécois, puis bon. Alors, c'est des choses qui se traduisent pas. On peut trouver des équivalents approximatifs, des équivalents culturels. Des fois, il peut y avoir des équivalences qui marchent, mais généralement, ça se fait juste pas. Il n'y a pas de, solution. C'est facile de juger des fois une traduction qui a été mal faite, mais en même temps, puis là, je vais très, très, très aléatoirement. On prend un poème, mettons qu'il y a des rimes en anglais, tu le remets en français, il y a des mots, de bonne chance que ça rime plus. Là. À moins que tu commences à virer une phrase de bord. Mettons, j'ai pas d'exemple, j'ai pas assez le poète en moi pour pouvoir sortir un poème sur le fly de même, là. Mais dans le sens, tu dis en anglais, toutes des affaires qui finissent en I'm, mettons, peu importe. I'm. Tu arrives en français, ça se peut que ça soit plus des I tout le temps. Ça se peut que ça soit I, le deuxième A, mais là, comment tu veux ramener I? Tu vas-tu faire deux IA? C'est toute une job. C'est facile de juger une traduction qui a été mal faite, mais des fois, t'es comme, ouais, ça part de où? C'est sûr que traduire une traduction, traduire un poème ou une chanson, par exemple, ça fait partie des choses les plus difficiles, les plus fascinantes aussi. Moi, j'adore faire ça. Il y a une amie, il y a quelques années, 2-3 ans, qui m'a demandé de traduire un poème de l'anglais vers le français pour un événement privé. Là. C'est 1 ou 2 paragraphes. J'ai adoré ça. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Là, le défi, c'est encore une fois, comme je disais tantôt, préserver
Un poème, c'est beau, l'aspect esthétique est important. Le message est important aussi. Mais si tu veux que ça rime et que ça soit beau et que le message soit le même, c'est comme un espèce de triangle impossible. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Il faut vraiment que tu t'éloignes beaucoup du mot à mot, beaucoup plus que dans les autres circonstances, pour réussir à rendre l'esprit avec des mots différents. Mais ça se fait. Moi, je pense en particulier, là, on est dans le temps des fêtes qui se termine. Là. Moi, chaque fois que le temps des fêtes arrive, j'entends il y a des chansons de Noël traduites de l'américain. Hein, pardon? J'allais en parler justement de ça. Ouais, Winter Wonderland, le bonhomme hiver. C'est merveilleux. Vive le vent pour Jingle Bells. Ce sont des traductions, moi, qui me font jouer quand je les entends. C'est d'excellentes traductions. Évidemment, si tu regardes la traduction phrase par phrase, ça va te paraître assez éloigné. Bon, c'est ça. Et peut-être pas à ce point-là non plus, mais l'esprit est là. Tu sais, Jingle Bells, Jingle All the Way. C'est impossible. Jingle Bells, ça veut dire sonner cloche, sonner grelot, sonner tout le long de la route. Jingle All the Way. Puis All the Way, ça veut dire en même temps, pas juste le long de la route, mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Un peu l'idée de sans vous retenir. Bon, il n'y a aucune façon de traduire ça, puis que ça soit beau en plus. Mais vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. C'est merveilleux comme traduction. Oui. L'esprit des fêtes est là. On voit, on sent quand même la carriole sur la neige. Puis sur le grand chemin bordé de neige blanche, c'est super bien écrit. Mais ça prenait pour le faire, ça prenait deux choses, de l'audace, s'éloigner de l'anglais, et puis du talent, c'est-à-dire être capable d'écrire quelque chose de beau en français, tout en regardant cette espèce de contrainte-là de c'est pas moi qui l'écris, moi je le traduis. Il faut que je rende l'esprit et l'idée de quelqu'un d'autre que moi. Mais il faut que j'y fasse honneur, que ce soit aussi beau que ce qu'il a écrit en anglais, puis aussi beau que si ça avait été écrit en français aussi. Mais dans le cas des chansons de Noël, je ne sais pas si tu avais des exemples, toi, à l'esprit, mais il y en a vraiment beaucoup que je trouve qui sont merveilleuses. Mais c'est de la rédaction en français. Mais c'est de la rédaction. Puis je pousse encore plus loin. On parle de rimes, on parle de messages, on parle de la musique. Puis je sais qu'on pourrait en parler longtemps, mais dans le sens que la musique, excuse, le niveau, la difficulté est encore pire, mais pire. Ouais. Pire ou pas, mais en tout cas, plus élevé, c'est les temps. Il faut bien que tu restes dans les temps. Tu veux reconnaître la chanson aussi. Fait que c'est pas juste de garder le message, c'est pas juste de garder idéalement les rimes, ou en tout cas, si tu n'as pas la rime, c'est de garder quelque chose qui va quand même rester phonétiquement agréable à l'oreille. Il faut que tu gardes les temps. Tantôt, on parlait, on faisait des phases, mais relève. Tu penses? Oui. C'est encore plus compliqué que ça parce qu'il faut que tu surveilles aussi l'accent tonique. C'est ça, exact. C'est-à-dire qu'en français, l'accent tonique est sur la dernière syllabe d'habitude. OK? Donc, par le mot syllabe, je veux dire syllabe, l'accent est sur le mot lab. Si tu fais de la musique, alors tu sais, il y a les temps forts et les temps faibles. Il faut que le mot lab, il faut que la syllabe lab, du mot syllabe, tombe sur un temps fort de la musique. OK? Si je dis syllabe, le mot la syllabe be, c'est une syllabe qu'on ne prononce pas d'habitude, c'est un E muet, mais on peut prononcer dans certaines chansons, des fois, la syllabe de ma tante, par exemple. Mais il va falloir que... Mais tu vois, mais dans ma chanson, si je dis la syllabe de ma tante, par exemple, c'est important que le temps fort soit sur le mot la, be, de ma tante. Si je dis la syllabe de ma tante, ça ne marche pas du tout. OK? Mais souvent dans les films, alors on pourrait parler de ça aussi, dans les films de Walt Disney, par exemple, où il y a beaucoup de chansons qui sont traduites, souvent de façon géniale, et souvent, c'est n'importe quoi. Et puis ça fait toute la différence. Il y a des chansons de films de Walt Disney qui sont extrêmement bien traduites. Je pense à dans Mary Poppins en particulier. Il y en a beaucoup. Hein. Mary Poppins, je pense à la vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Mais quelle belle phrase. Hein? Puis en anglais, c'est The Medicine Go Down. Je ne me souviens plus c'est quoi le début de la phrase, là. Mais en tout cas, il y a deux traductions de cette chanson-là. Je pense qu'il y en a une qui a été faite au Québec, puis l'autre en France. Donc, celle que moi j'ai connue, c'est La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Puis j'ai entendu une autre version qui disait quelque chose, aide la médecine à couler. Aide la médecine à couler, la médecine à couler. Sincèrement, là, je dis le petit morceau de sucre, ça va 10 fois la médecine à couler. Mais en anglais, c'est It helps the medicine go down. Donc, ça permet d'avaler la pilule, si tu veux. Alors, déjà, on voit toute la différence entre une bonne traduction et une traduction. Alors, avec La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre, ça s'éloigne de l'idée, la pilule est plus facile à avaler. Je me suis pas, avec un peu de plaisir, c'est plus facile d'avaler la pilule, mettons. It helps the medicine go down, mais aide la médecine à couler, c'est
très bizarre comme phrase, tu vois. Exact. Donc, il y a un grand traducteur du 18e siècle qui s'appelait Jacques Delisle en France qui disait, je ne me souviens plus de la phrase littérale, mais il disait, j'ai remarqué qu'en traduction, une grande fidélité donne souvent lieu à une grande infidélité. Autrement dit, plus tu veux rester proche de ta langue de départ, des fois, plus tu vas trahir la langue de départ parce que tu vas trahir l'esprit, tu vas trahir le style. Tantôt, le dicton italien que tu disais tantôt. Traduttore. Mais ça, c'est plus que ça. Traduttore, c'est quasiment, comme je disais tantôt, prenons l'exemple des accents qu'on avait tout à l'heure. Il y a une limite à ce qu'on peut rendre, malheureusement, parce qu'une langue, c'est aussi une culture. Donc, il y a des traits culturels qu'on ne peut pas transmettre parce que les gens qui vont lire... Au Québec, par rapport aux États-Unis, c'est quand même pas si pire encore. On est quand même proche des États-Unis. Mais mettons, un Français qui lit un texte américain, un exemple, les Québécois, on a tous tombé là-dessus un jour ou l'autre. Par exemple, au baseball. Premier but, deuxième but, troisième but. Dans les films traduits en français, on va dire première base, deuxième base, troisième base, first base, second base. Alors, en France, ils vont dire base, en fait, mais c'est parce que c'est un sport qu'ils n'utilisent pas vraiment. Donc, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Alors, ça, c'est des questions qui sont culturelles. Qui est tout à fait vrai. Qui est tout à fait vrai. Écoute, je pense que, comme on a déjà parlé, tout ce qui est l'essence, on a fait le tour dans le sens, l'essence de la traduction, c'est de garder un certain message. C'est sûr que je pense que c'est l'essence première. Un essence, une essence? T'es là pour m'aider? Une essence première. Bon, une essence. Donc, l'essence première de la traduction est de passer d'une langue à l'autre. Oui, on le sait. Ensuite, garder peut-être, comme on disait tantôt, les couleurs du message. Une fois d'avoir traduit le texte en tant que tel, c'est de garder les couleurs. Et ensuite, c'est de l'amener vraiment du côté le plus, excuse le terme, user-friendly, plus... oui, accessible peut-être. Accessible, efficace. Je pense que c'est les 3 grosses étapes. Mais ultimement parlant, il ne faut pas oublier une chose. Comme on a dit depuis tantôt, la traduction... Pour ceux, mettons, on parle quelqu'un qui est moins à l'aise avec le français ou l'anglais ou l'espagnol, ça va. La traduction, c'est pas juste français-anglais. On parle ce cas-là parce que toi, c'est ta job, puis c'est les deux langues qu'on a ici au Québec. Mais peu importe les langues, on peut, comme on a dit tantôt, même toi, écrit, tu es capable de voir si c'est un francophone qui l'écrit ou pas. Fait que, à un moment donné, il faut s'enlever une petite gêne. Ça, c'est une autre affaire on va conclure là-dessus bientôt, que mon père, à un moment donné, m'avait fait comprendre aussi. Peu importe comment tu vas parler dans le monde, ils vont savoir que tu es Nicolette. Façon de parler, évidemment. Ils ne diront pas, toi, you're from Nicolette. Mais non, mais tu sais, dans le sens que tu as beau te forcer, il y a quelque chose qui sonne pareil, français, t'as beau. Fait que, à un moment donné, c'est d'arrêter de peut-être forcer trop loin. Toi, il ne faut pas oublier, François, tu es traducteur de métier. C'est ta passion. Tu es payé pour ça. Nomme-les toutes. C'est toutes des affaires qui font que tu veux pousser plus loin. La personne, comme on a dit tantôt, qui va dire qu'elle cherche the train that goes underneath the street, elle va se faire comprendre pareil. La personne qui va dire maybe au lieu de perhaps, elle va se faire comprendre pareil. La personne qui dit work together au lieu de concertation, elle va se faire comprendre pareil. Je pense que l'important, c'est quand même de s'amuser là-dedans. Parce que comme tu dis, c'est un art. C'est quelque chose de... On en a parlé dans le podcast l'année passée. Le français est tellement une belle langue. L'anglais est une belle langue. L'espagnol, l'italien. Tu sais, nomme-les toutes. Je pense que chaque langue... Moi, l'allemand, je trouve que ça a un côté très militaire. Après ça, tu as le côté japonais. Je dis japonais, chinois, peu importe. La langue dans ce coin-là du monde, je trouve que ça a l'air le fun de parler le japonais, le chinois, ça a l'air le fun. On dirait que c'est une joke plate que je vais dire. Ils ont tout à l'air de rire quand ils parlent, mais oui, les yeux bridés et tout, mais bon. Tu comprends? On dirait chaque langue a sa couleur, justement. Chaque langue a son petit haut, petit bas. Fait que, c'est ça. On parle de traduction, on parle de François nous emmener vraiment tous les côtés de technicalité, les côtés pourquoi, quoi utiliser, comment l'utiliser, comment faire pour aller chercher. Mais il faut rester avec le plaisir dans tout ça. Il faut rester avec le côté, regarde, si tu cherches ton mot, dis-le comme tu le penses. Puis, petite parenthèse, je fais tout le temps l'exemple qu'un Anglais qui nous parle ici puis qui va dire le vache. As-tu vu le vache? Tu ne vois pas comme le vache. Il parle-tu de la vache, mais c'est pas un vache. Tu vas le comprendre pareil qui parle de la vache. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il y a le côté, regarde,
Amusez-vous. C'est la pratique. Il y a aussi le fait que là, depuis le début, je te parle de traduction professionnelle. Si tu payes un traducteur, puis c'est quand même cher la traduction, pour passer le message de ton entreprise, encore une fois, ou du gouvernement, tout ça, c'est autre chose que là, les contextes que toi, tu as en tête, où, par exemple, tu parles en anglais avec un Allemand dans une conversation privée, évidemment, ou que tu dois te débrouiller. C'est autre chose, évidemment. Je dois dire que même moi, quand je parle en anglais, je disais tantôt que j'avais l'air d'un demeuré quand je parlais en anglais. un de mes obstacles, c'est justement que j'ai trop l'obsession de ne pas avoir l'air d'un Français qui parle en anglais. Donc, souvent, j'aurais des mots qui me viendraient spontanément à l'esprit. Puis, comme tu dirais, je serais compris, mais je vais comme chercher la façon non pas la façon dont je peux le dire pour être compris, mais la façon dont un Anglais, lui, l'aurait dit. Ça, c'est ma déformation professionnelle, évidemment. Ouais, ça me handicape beaucoup quand je parle en anglais. Mais ça, encore une fois, c'est très différent de la traduction professionnelle. Quand tu payes quelqu'un pour être ton porte-parole dans l'autre langue, qui doit te représenter, puis tout ça, versus, tu es touriste ou tu parles dans une conversation privée avec quelqu'un d'autre dans l'autre langue, c'est complètement différent comme contexte. Exact. C'est ça, comme tu dis, il y a la déformation professionnelle, il y a le contexte, il y a, comme tu dis, tu es payé pour être traducteur, donc tu te mets la pression toi-même que tu t'attends à ce que les gens parlent, que tu parles bien anglais, et ainsi de suite. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est un tout autre domaine. Hey François, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'échanger, puis maudite marde qu'on voudrait mettre ça plus souvent. J'espère qu'on a commencé une tradition. Pas j'espère, on a commencé une tradition. On s'est lancé le podcast l'année passée, l'idée. En fait, on avait comme repris contact pas mal au décès de mon père, finalement. Puis depuis ce temps-là, on a quand même gardé un petit contact. Quand tu étais venu manger maintenant Nicolette, quand tu revenais de Montréal, il me semble que tu allé donner des cours à Montréal. Ouais. On est allé manger ici à Nicolette. Ensuite, on s'est lancé le podcast. On l'a fait. L'année passée, on est allé souper chez vous. Parce que là, pour ceux qui écoutent, Québec. François est à Québec, moi, je suis à Nicolette. Donc, on n'est pas non plus voisins. Donc, puis avec les pandémies puis les restrictions, c'est pas tout évident de se voir en personne. Mais on a la beauté d'avoir l'Internet. On a la beauté d'avoir la technologie derrière nous autres. Donc, ça nous donne un bon petit coup de main. Donc, François, c'est toujours un plaisir, honnêtement. S'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, qui veulent en savoir plus sur la traduction, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, François? Écoute, peut-être la façon la plus simple, c'est de m'écrire à l'adresse de mon école de traduction, magistrade@magistrade.com. C'est facile à retenir, magistrade@magistrade.com. Puis ça me fait toujours énormément plaisir de répondre à toutes les questions en traduction, aussi bien à l'intention des professionnels que des profanes. Génial. Fait que gênez-vous pas parce que c'est mon cousin, je le dis, c'est un chic type. Il est facile d'approche, il est super le fun. François, merci. Je te souhaite de te remettre comme il faut de ta 3e dose en espérant que t'avais l'air pas pire. Là. Les couleurs sont bonnes, t'as pas... c'est un sujet, c'est un sujet qui m'anime. Écoute, c'est une passion, tu sais ce que je dis, c'est non seulement... Ça revient au début, quand je t'ai dit, c'est pas juste de la chance. Hein. À un moment donné, tu t'as choisi ça, c'est une passion, puis je dirais tout le temps, du plus loin je puisse reculer, que je me rappelle de toi, il y a toujours cette passion-là par rapport qu'on parlait dans notre podcast du Scrabble, la lecture, et ainsi de suite. Et je sais, comme tu dis, ça te nourrit la langue française en général, parce que oui, tu es français, mais la langue en général. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, comme je disais, c'est ça le problème, toi et moi, quand on se parle, on dirait qu'on part, puis on part, puis on part. Mais ce que je disais, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à la traduction, écrivez à François. Je laisserai son adresse courriel dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport au podcast en tant que tel, gênez-vous pas, laissez un commentaire. Continuez d'aimer, continuez de partager. Sur Apple Podcast, laissez vos commentaires, laissez une revue, laissez des étoiles. Ça l'aide beaucoup à faire connaître le podcast de plus en plus. Et sur ce, on se souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très bientôt. À la prochaine. Peace. I've been in your waters.